En montagne, on fait que ce qu'on peut et tu fais pas ce que tu veux parce que c'est elle qui te dicte les règles. Bonjour à tous, c'est Mathis Dumas et je vais vous raconter comment on a gravi l'Everest avec Inoxtag. Assez rapidement, on a été mis en contact, il m'a tout de suite appelé au téléphone et il m'a dit « Ouais, toi t'es guide de haute montagne, moi j'ai pour projet de faire l'Everest, si ça t'intéresse, je te prends un billet et on se voit à Paris. » En fait, ce qui m'intéresse, c'est toute la démarche de comment je peux faire l'Everest. Et du coup, moi je lui ai dit « Bah écoute, si ton projet c'est juste de faire l'Everest, uniquement l'Everest, t'as pas besoin de moi, je te mets en contact avec une agence au Népal, je t'entraîne à Paris et dans 1 an tu fais ton Everest. » Par contre, si la démarche c'est plutôt de découvrir la montagne sous tous ses aspects, et d'avoir une vraie progression et physique et technique pour être en sécurité sur l'Everest. Alors dans ce cas-là, on peut faire des choses ensemble. Donc on s'est rencontrés nous au mois d'avril 2023 et on a fait l'Everest là en mai 2024. La préparation, elle prend plein d'aspects, c'est-à-dire qu'il y a on va dire le plus basique, c'est l'entraînement physique. On va faire des ascensions de plus en plus longues, de plus en plus hautes, de plus en plus techniques. Lui, on l'avait plutôt conseillé de partir faire le Kilimandjaro, la Concagua, d'aller aux 4 coins de la planète. Je me dis non, on ne va pas commencer à faire plein de voyages, on va vraiment rester à proximité de chez toi, de Paris. Et moi je connais très bien donc, toute la région entre Chamonix, Zermatt, Courmayeur. Donc on a commencé par faire plein d'ascensions et d'entraînement dans les Alpes. Du coup la deuxième phase du projet après c'était d'aller au Népal parce que dans les Alpes on est limité à 4800 mètres, donc le sommet du Mont Blanc, on ne peut pas aller plus haut. Et vu que nous dans notre projet c'était quand même d'aller à l'Everest, il fallait qu'on aille voir comment son corps il réagit à très haute altitude. On a grimpé la Madablam à ce moment-là, qui est une montagne hyper emblématique de l'Himalaya, on l'appelle le Cervin de l'Himalaya, c'est vraiment une pyramide hyper belle, donc qui est dans la vallée du Khumbu, donc qui est la vallée qui mène au camp de base de l'Everest. Pour lui, ça lui faisait déjà une première expérience sur place, il pouvait comprendre la géographie du lieu, la culture locale, la nourriture, et donc ça faisait vraiment une première approche pour lui, pour qu'il y ait moins d'inconnus la fois où on vient pour l'Everest. Et puis après, il y avait la dernière phase qui était l'expédition du coup à l'Everest, s'il validait toutes les étapes précédentes. On a aussi toute la partie technique, sécurité, donc comment on utilise des crampons, comment on manipule des cordes, comment on s'attache, comment on fait des rappels, si jamais il y en a un de nous deux qui tombe dans une crevasse, parce qu'on est vraiment, on est vraiment une cordée, on est vraiment une équipe. Lui, il compte énormément sur moi, mais moi aussi je compte sur lui, il y a des moments où je lui demande de m'assurer, on évolue ensemble et du coup lui, il faut qu'il soit prêt à tout ce qui peut nous arriver en montagne. Et puis après, il y a tout le côté aussi mental, où il faut que lui soit dans des bonnes prédispositions pour accepter le risque qu'on peut prendre là-haut, être prêt aussi à souffrir, parce qu'on n'est pas sur un stade, on est vraiment on est au milieu de la montagne, il n'y a personne qui vient nous chercher, qu'on ait faim, qu'on ait soif, qu'on ait mal, on est livré à nous-mêmes, donc il n'y a pas le choix. Donc voilà, c'était tous ces aspects-là, vraiment physique, technique et mental, qui étaient, on va dire, les 3 aspects sur lesquels on a travaillé pour le préparer au mieux à faire l'Everest et qu'il soit dans les meilleures prédispositions. On y allait vraiment progressivement, mois après mois, on a validé des étapes. Je disais, c'était un peu comme dans un jeu vidéo, quand on passait des niveaux, on disait, ah bah t'as passé tel niveau, donc là c'est bon, on va pouvoir aller faire ça. La vie est un jeu pour lui, et du coup il veut toujours se surpasser, comme il dit, il va tryhard, donc il va toujours essayer de faire mieux, donc il s'est impliqué à 200%. Pour moi, c'était hyper important de connecter aussi avec son univers à lui, des jeux vidéo, c'est là d'où il vient. Et du coup, il fallait aussi que je m'intéresse un peu à son univers, que je comprenne ses codes, pour pouvoir l'associer avec les codes qu'on a nous en montagne. On a passé pas mal de temps ensemble et moi j'ai vite compris que c'était pas que du buzz, que lui il avait vraiment une vraie démarche derrière ce projet-là. Tu peux pas te lancer sur quelque chose un projet de plus d'1 an juste pour faire le buzz, et sachant que moi je lui aurais dit tout de suite, je lui ai dit non mais là si c'est juste pour faire le buzz, on arrête de travailler ensemble, ça aurait été vite vu. Lui il partait vraiment complètement de zéro, je l'ai vraiment vu évoluer et grandir, mûrir sur ce projet, ce qui était hyper encourageant et satisfaisant pour moi, parce que je voyais qu'il comprenait vraiment les messages que j'essayais de lui faire passer, de se déconnecter des réseaux, de respecter l'environnement, sachant que lui il était complètement libre et ouvert à toutes les possibilités que je lui propose. Donc c'est-à-dire qu'en fait moi j'avais carte blanche de lui dire on peut aller faire telle montagne, telle course, telle voie d'escalade. Et lui il était hyper réceptif à ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui progressait aussi vite que lui, physiquement, techniquement, et puis il est doué aussi, il est vraiment doué. Quand je lui expliquais un nœud ou une technique, c'était tout de suite acquis, c'était intégré, donc non, en vrai c'était quand même facile de travailler avec lui.
Alors l'ascension de l'Everest, alors l'expédition dure 2 mois. Il faut savoir qu'il y a des températures, même au camp de base, la nuit il fait moins 15, moins 20, en fait toutes les nuits. Ce qui est assez marrant, ou ce que les gens n'attendent pas, c'est que la journée il fait très chaud. Et du coup l'amplitude thermique, c'est ça qui te fatigue et qui est dur à gérer. Quand on monte à l'Everest, il y a cette espèce de la vallée du silence, ils appellent ça, là où il y a l'icefall. Et en fait c'est une vallée qui est hyper encaissée, où il n'y a pas de vent. Et il fait très chaud. Quand il y a le soleil, en fait, il fait hyper chaud. Et avec les combinaisons himalayennes, on a vraiment du mal, et c'est encore pire de souffrir de la chaleur que du froid, parce qu'en fait, on ne sait pas comment se mettre, on transpire, on a chaud, on n'est pas bien. Donc en fait, on se déplace énormément la nuit. On reste toujours dans cet environnement froid. On est obligé de garder tout en permanence sur nous. C'est-à-dire qu'on a notre eau, notre nourriture. On ne peut même pas mettre dans notre sac à dos parce que en fait, tout gèle, donc on met tout en permanence dans notre combinaison. On dort avec nos batteries, on dort avec le téléphone satellite, nos gourdes, on a le masque sur la gueule, donc ça fait beaucoup de choses à gérer et d'inconfort, parce que du coup dormir avec tout ça, ça veut dire que tu as tout dans ta combinaison. Tu peux pas te tourner, faut faire toujours attention que l'eau elle soit bien fermée parce que là le moindre, dès que tu te mouilles quelque chose, c'est fini quoi. C'est mouillé et ça gèle, et puis après c'est gelé jusqu'à la fin quoi. On a cette semaine où il y a vraiment toute une phase d'acclimatation, où on monte par palier de 500 mètres de dénivelé par jour à peu près, jusqu'à arriver au camp de base qui est à 5300 mètres d'altitude. Et à partir de là, on va faire des allers-retours sur la montagne pour s'acclimater. Donc on va monter une fois au camp 1, dormir, on va redescendre, on va remonter après une deuxième fois au camp 1, puis on va monter au camp 2. Ça dure à peu près 1 mois. On monte environ jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Et une fois qu'on est monté là, on dit que notre acclimatation elle est finie. On est prêt à aller plus haut, parce qu'après on prend de l'oxygène. Donc on prend de l'oxygène supplémentaire qui est en bouteille. Et après on attend donc la bonne fenêtre météo pour pouvoir aller au sommet. Et en fait, de rester à cette altitude-là, chaque journée qu'on passe, même si on fait rien, c'est hyper demandant en termes d'énergie pour le corps. Parce qu'à chaque jour, notre corps il se dégrade. On s'alimente pas comme on veut, on s'hydrate pas comme on veut, on dort très mal. Et du coup, voilà, chaque journée qu'on repousse, pour nous aussi, ça nous met un peu en danger, parce qu'on se dit, on est encore loin de faire le sommet. Il y a eu une première fenêtre, on a hésité à y aller. On va dire qu'il y avait 50 km/h de vent, ce qui est acceptable pour faire le sommet, mais on considère que ça peut être plus ou moins 20 km/h. Donc si c'est 70 km/h, c'est très compliqué, parce que ça veut dire qu'il va faire très froid. Et potentiellement, on peut se geler des doigts, des orteils. J'ai pris la décision de ne pas y aller, ce qui était dur, parce qu'au final, il y a des gens qui ont fait le sommet. Pas beaucoup, mais il y en a une cinquantaine qui ont fait le sommet. Et qui sont redescendus, et du coup, ils redescendent au camp de base, ils font la fête. Ouais, super, le sommet, ils rentrent chez eux. Alors que toi, ça fait déjà 1 mois et demi que tu es au camp de base, tu as un peu envie de rentrer aussi à la maison. C'est vrai qu'en montagne, on fait que ce qu'on peut, et tu fais pas ce que tu veux, parce que c'est la montagne qui te dirige, en fait, c'est elle qui te dicte les règles. Et au final, il y a eu un autre créneau météo, donc 10-15 jours après. Et à partir de là, donc, ça nous prend une journée pour faire du camp de base au camp 2. Donc on a une première journée d'ascension qui dure à peu près une dizaine d'heures. Après, on fait du camp 2 au camp 3. Donc là, c'est le premier jour où on commence à utiliser de l'oxygène supplémentaire. Après, on a une troisième journée où on fait camp 3, camp 4. Là, on dort à 8000 mètres. En fait, on dort quasiment pas, parce qu'on arrive dans l'après-midi et on repart le soir à 21h. Donc on a 4-5 heures où on s'allonge dans une tente, on s'alimente, on fait de l'eau et on prépare pour l'ascension pour le soir. Et après à 21h, là on marche toute la nuit, de 21h jusqu'à 7h du matin, où on arrive à l'heure à laquelle on arrive à peu près au sommet. Dans la montée, on croise des cadavres, on passe à côté de personnes qui sont mortes depuis plusieurs années. Et du coup, ça crée un peu un choc pour quelqu'un comme Inès qui est jeune, qui, même s'il s'y attendait un petit peu, c'est toujours un moment donné où je lui dis fais attention, là il y a un mec qui est mort par terre, on est obligé de passer à côté. C'est quand même choquant. Moi j'ai un peu plus l'habitude, on va dire, j'ai un peu plus de recul sur ça. Et du coup, ça l'a un peu perturbé. On sent qu'on est hyper haut, on est à 8800 mètres, on est quasiment à l'altitude où les avions de ligne volent. On sent qu'on est ultra dépendant de cet oxygène supplémentaire. Il me dit, je sens que ma vie, elle est sur un fil, quoi. On sent que ça peut basculer hyper vite. La mort, elle est tout autour de nous. C'est vrai que lui, ça l'a énormément choqué, ça l'a marqué, et c'est compréhensible.
comprendre que pendant 2, 3 jours, 4 jours, on monte des pentes de neige qui sont assez peu difficiles techniquement. Et d'un coup, quasiment sous le sommet, on arrive sur une espèce d'arête très technique, très raide. Tout le monde se croise. C'est le moment où les gens sont le plus fatigués aussi. C'est là où tu es le plus haut en altitude. Donc ça fait qu'il y a une sorte de combinaison de facteurs qui fait que c'est l'endroit parfait pour faire des bouchons. Donc c'est très propice à ce qu'il y ait des accidents. Ça fait des images hyper impressionnantes, ouais, c'est sûr. Juste avant d'arriver sous le sommet, à 50 mètres du sommet, on se dit bon bah c'est bon, ça va le faire. Il n'y a rien qui va pouvoir nous arrêter. Et en fait, c'est marrant parce qu'on est hyper partagé, parce qu'on est trop content d'être arrivé là-haut. On a un sentiment, un soulagement qui est énorme. Et en même temps, on n'a fait que la moitié du chemin. C'est-à-dire que l'alpinisme, c'est le seul sport où on se félicite au sommet. Et en fait, c'est la moitié du chemin. C'est-à-dire que c'est pas du tout fini. Quand on est au sommet, il nous reste toute la descente. Et on sait que la descente, c'est presque la partie la plus dangereuse de l'ascension parce qu'on est plus fatigué. On a un peu de relâchement aussi parce qu'on a fait le sommet. Et en même temps, on est à 8800 mètres. On souffre du manque d'oxygène. Donc on pense à plein de choses, mais c'est pas très clair dans notre tête. On prend le temps de féliciter, de savourer le moment, d'apprécier d'être là-haut. D'apprécier aussi la vue qui est grandiose. Nous, c'était hyper important aussi de réussir avec nos Sherpas. Donc tous nos Sherpas sont montés au sommet. Donc voilà, c'était un super moment de partage. Mais hyper rapidement, on se reconcentre. On change les bouteilles d'oxygène et on se remet en route pour la descente, parce qu'en fait la vraie victoire, c'est quand on arrive au camp de base et qu'on sait que plus rien ne peut nous arriver. Quand on redescend du sommet, on est témoin d'un accident où on voit des gens dévisser dans la face. Moi je suis vraiment là pour le rassurer, je suis avec lui, je lui dis regarde, on va descendre, on va aller au camp 2. Une fois qu'on est au camp 2, ça veut dire qu'on a passé, on sort de la zone de la mort entre guillemets, donc on peut relever le masque à oxygène. Le lendemain il ne nous reste plus que l'icefall à traverser, et on sait qu'une fois qu'on a traversé l'icefall, en gros il ne peut plus rien nous arriver. Et en fait là c'est le passage le plus dangereux. En fait on passe dans un dédale de glace et de sérac, de crevasses. C'est un glacier qui est en mouvement, qui avance à peu près d'1 mètre par jour. Donc en fait, à chaque fois qu'on passe, le chemin il change complètement. En fait, les crevasses, des fois, elles s'ouvrent. En fait, entre chaque passage, elles s'ouvrent de plus en plus. Donc ils rajoutent des échelles de plus en plus longues. Des fois, elles se referment. Et ça, bah, lui, vu que techniquement, il était bien préparé, c'était vraiment facile pour lui. On échangeait tous les deux. Je lui dis, ah, t'as vu ce tour de glace, elle est fissurée à la base. Potentiellement, elle peut se casser la gueule. Donc là, on va aller assez vite, on ne va pas traîner ici. Alors qu'il y a des gens, on voit, qui ne comprennent rien et qui restent là à errer dans des zones qui sont très dangereuses. Le fait de passer vite, c'est vraiment un gage de sécurité. Pour lui, pour moi, pour les Sherpas. Et au final, ça s'est très bien passé, quoi. En fait, moi je trouvais que l'Everest, en tout cas, je trouvais que c'était très dur mentalement, parce que c'est long. Et c'est épuisant. Et il faut faire attention à tout le temps. Moi, je gérais l'équipe de Sherpa qui travaillait avec nous pour m'assurer qu'on ait bien les tentes au bon endroit, les bouteilles d'oxygène, qu'on en ait suffisamment. C'est moi qui prenais la décision de la météo. Et je m'occupais aussi de toute la partie production d'images, qu'ils aient bien pensé à toutes les batteries, les cartes mémoire, qu'elles soient bien vidées, bien backupées. Je leur donnais les consignes, je leur disais bah là, à tel moment, ce serait bien de faire du drone, à tel moment, peut-être mieux de faire de la caméra. Et j'étais là aussi pour faire de l'image en plus. Si jamais les caméramans ne pouvaient pas monter, moi j'étais là aussi pour faire de l'image, donc j'étais aussi en backup. Parce que l'Everest, c'est pas une montagne qui est très compliquée, techniquement. Par contre, c'est compliqué en logistique. C'est vrai que ça met... Moi, là, j'avais plus une pression vis-à-vis d'Inès qui était médiatique. C'est-à-dire que je voulais vraiment le protéger, lui, de tout ce qui pourrait lui arriver, que ce soit problèmes physiques ou techniques, ou que, j'en sais rien, on croise des gens qui l'aborderaient, ou voilà. Moi je voulais vraiment que lui soit dans sa bulle, qu'il soit concentré sur l'ascension. Et vis-à-vis de ses fans, je trouvais que c'était important déjà de nous protéger nous aussi, parce que ils ont un peu tendance à nous harceler, à nous envoyer des messages tout le temps, comment ça s'est passé, est-ce que ça va bien. Donc j'ai dit il faut qu'on fasse au moins un message en disant que voilà, tout va bien. Donc c'est ce qu'on a dit que tout allait bien. Mais par contre lui il avait besoin de prendre du recul, voilà, sur l'expérience qu'il venait de faire, l'expédition qu'on venait d'avoir, parce que c'était quand même des moments qui sont hyper forts, où nous on est quand même coupé du monde, on est dans une bulle, et d'un coup quand tu redescends, tu reviens à la réalité et tu te la prends un peu en pleine face. Et pour lui, d'être à Paris, en fait, c'était presque insupportable. En fait, c'est plus un message à ses fans en disant bah, là, il a vraiment besoin de temps pour lui, quoi.
ça reste une performance de faire l'Everest. C'est quand même, voilà, pour le grand public, c'est quand même exceptionnel. Je veux dire, ce qu'il a réussi à faire, Inès, c'est fou. Mais en fait, l'Ama Dablam ou d'autres sommets qu'il a fait, qui sont en fait beaucoup plus durs, techniquement, physiquement aussi beaucoup plus durs. Et nous, voilà, le message, c'est vraiment de montrer toute la démarche, comment lui, il a grandi sur ce projet-là. Il voulait aussi se déconnecter des réseaux sociaux, donc se reconnecter à la nature. Et moi, je lui avais dit dès le début, dès les entraînements, je lui ai dit, OK, quand tu viens en montagne, le téléphone, on le laisse de côté. Et je lui disais, non, quand tu es à la montagne, tu es là, tu es avec moi, et tu es concentré à 200%, parce qu'on marche sur des arêtes hyper étroites. Moi, je suis là pour t'assurer, mais je ne peux pas non plus t'assurer tout le temps à 100%. Et en fait, lui, il s'est vraiment pris au jeu, au point que quand on part à l'Everest, il laisse carrément son téléphone chez lui. Moi j'hallucine un peu parce que je me dis, juste pour le trajet, quand on va sur l'expédition, même quand on faisait des nuits d'acclimatation, tu dors mal. Moi, des fois, je regardais des trucs sur mon téléphone, j'écoutais la musique, et lui, je le voyais, il était comme ça dans son duvet, et il avait rien à faire, quoi. Mais du coup, il pensait, il méditait, il avait le temps, voilà, d'être vraiment connecté sur le moment présent. Et toutes ces choses-là, en fait, qu'on veut faire retranscrire dans le documentaire, et c'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas annoncer le sommet de l'Everest, la réussite ou pas du sommet, tant que le documentaire n'est pas sorti, parce qu'on voulait vraiment que le public découvre toute l'aventure et tous les messages que lui veut faire passer à travers le documentaire, et on ne veut pas que les gens s'arrêtent juste au fait que est-ce qu'il a réussi ou pas l'Everest. Il adore l'escalade, il adore être en montagne. Donc non, pour lui, ça aussi, pour moi, c'est une belle réussite. C'est-à-dire que ça s'arrête pas, sa carrière d'alpiniste ne s'arrête pas à l'Everest. Maintenant, on est vraiment des amis, on est très proches, on a vécu des choses très fortes qui nous ont liés, et même maintenant, ça nous lie pour la vie, quoi.